Avant l'ère de la technologie et de l'informatique, la plupart des tâches domestiques étaient réalisées à l'aide d'outils assez rudimentaires et peu nombreux. L'huile de bras en était le principal ingrédient, mais surtout, le savoir-faire ancestral qui se perpétuait de père en fils, de mère en fille, de maître à compagnon, assurait la continuité de traditions culturelles qui se seraient autrement perdues. De nos jours, la fabrication artisanale évoque davantage le folklore que la nécessité d'antan. Néanmoins, nombreux sont ceux et celles qui souhaitent revenir aux sources pour lever le voile sur le mode de vie de leurs ancêtres. Cette série de capsules survole quelques-unes des nombreuses occupations qui ont ponctué la vie traditionnelle québécoise d'autrefois et qui continuent de faire vibrer les âmes passionnées d'art et de tradition. Depuis quelques années déjà, on constate un engouement croissant pour les potagers et la réhabilitation de semences anciennes. Ce choix n'est pas le fruit du hasard puisque les semences utilisées en Nouvelle-France par les pionniers depuis plusieurs siècles ont subi l'épreuve du temps et révèlent ainsi une rusticité essentielle pour assurer le succès des récoltes face au climat nord-américain. Il est intéressant de constater que les légumes ont évolué dans le goût, la forme, la couleur et la diversité au fil des siècles. Parallèlement à cela, une plus grande sensibilisation des populations face aux enjeux environnementaux qui font maintenant partie du quotidien entraîne des initiatives individuelles et collectives de plus en plus diversifiées en matière d'agriculture et d'alimentation. Les jardins collectifs, les potagers urbains, les toitures cultivées embellissent le paysage des villes, réduisent les îlots de chaleur, en plus d'augmenter l'autonomie et la biodiversité alimentaire. Un tout petit espace cultivé peut faire une grande différence dans la qualité de vie des gens par l'apport constant de produits frais et peu coûteux, le plaisir de pratiquer une activité qui incarne notre patrimoine culturel et la satisfaction que procurent des récoltes fructueuses. Madame Louiselle Bergeron a œuvré pendant plus de 30 ans dans la culture maraîchère en serre, étant propriétaire d'une entreprise qui produisait des fleurs annuelles et des légumes de jardin, en plus des tomates durant toute l'année. Elle profite maintenant d'une retraite bien occupée, tout en poursuivant l'une des activités qu'elle affectionne depuis fort longtemps, les semis intérieurs. Spécialiste de la culture des tomates en serre, elle a également expérimenté de nombreuses autres cultures. Laissons-la nous livrer quelques-uns des secrets de sa riche expérience. Je pense que ça vient d'abord de mes parents parce qu'étant jeune, mon père a cultivé longtemps des fraises au champ. Aussi, ma mère, elle aimait beaucoup se faire un grand jardin chaque année. Elle aimait aussi planter des fleurs autour de la maison. Elle s'est même fait une grande rocaille à un moment donné. Alors, c'est de là qu'est parti mon goût à tout ça. Puis aussi mon conjoint. Mon conjoint, il est élevé sur une ferme. Alors, lui, les grands jardins, il connaissait ça, puis il aimait beaucoup ça. Que ce soit des fleurs ou que ce soit des plants de légumes, il y a beaucoup de variétés qui se partent justement au mois de mars. Des fois, c'est au début mars, des fois à la fin. Il suffit de lire comme il faut sur les sachets. Les sachets de semences, c'est toujours indiqué. Alors, pour débuter, il faut préparer notre terreau. C'est sûr qu'on peut utiliser de la terre à jardin. Ça peut être facilement utilisé pour faire les semis. Moi, par contre, je préfère utiliser un substrat qui s'appelle Promix parce que c'est plus léger. Puis ça se compacte moins facilement. Fait que le Promix, ça s'achète en sac et c'est sec quand on l'achète. Alors, au début, il faut commencer par le mouiller. Alors, on le met dans une chaudière, on ajoute de l'eau et on brasse avec nos mains. Ensuite de ça, on le dépose dans nos contenants. Pour les semis, moi, je préconise beaucoup semis dans des plugs comme ça parce que ça évite de briser les racines au moment du repiquage. Vous avez le petit semoir que vous pouvez utiliser ou carrément, quand les semences sont assez grosses, on peut les mettre dans notre main puis ça va aussi, là. On dépose une graine par contenant. On essaie de la déposer autant que possible au centre. Le petit crayon, ça aide. Ça nous évite de se mouiller les doigts puis que les graines collent toutes ensemble. J'aime beaucoup prendre le vermiculite parce que c'est un produit qui est très léger. Puis ça, une fois mouillé, ça retient l'eau. Alors, ça aide à la germination. Alors, pour le mouiller, étant donné que les semences, si on prend quelque chose avec un jet qui est trop important, bien, ça
ça fait pas bien parce que les semences peuvent changer de place, comme on peut les perdre si on arrose puis que ça s'étend tout. Alors, c'est parfait si on peut faire juste une brume comme ça sur les plants, sur le vermiculite. Là. Comme ça, on est certain qu'il n'y a rien qui change de place. Puis on le mouille. Comme le substrat était déjà très mouillé en dessous, puis on a juste le dessus à mouiller. Dans les fleurs, c'est la même chose. Si on veut pas que on n'est pas capable de semer ça dans des plugs comme ça parce qu'il tombe trop de graines. Fait qu'à ce moment-là, on les fait plus dans un plateau ou dans une caissette, là. Mais on appelle ça semer à la volée. Alors, vous mettez vos graines, vous utilisez une feuille de papier, vous la pliez en deux, vous mettez vos graines dans le centre comme ça, puis quand vient le temps de les semer, bien, vous n'avez qu'à juste aller doucement, puis vous semez comme ça fait sauter les graines, puis là, vous vous promenez, vous changez de place pour justement que les semences soient réparties. Ça donne une grosse chance. Si le terreau devient sec, on arrose, mais il ne faut pas arroser de façon systématique, là, parce que ça dépend toujours de la température. Si vos semences sont en plein soleil, ça va sécher plus vite que s'ils ont moins de soleil. Puis aussi, si on frappe une semaine de pluie, ça a besoin de moins d'eau. Fait que c'est vraiment de tester notre terre. Notre terre est sec jusqu'au semis, il ne faut pas que ça vienne trop sec. Il faut garder un peu d'humidité. Une fois qu'ils sont levés, après, bien là, on contrôle plus facilement selon comment ça vient sec. Pour le semis, je dirais le soleil du matin. C'est parfait, mais pas le gros soleil de l'après-midi, parce que, étant donné qu'on a un plastique par-dessus, si il fait gros soleil et ça plombe dessus, ça va venir trop chaud. Là, ça peut inhiber la germination. La température de germination, pour la plupart, c'est de entre 20 et 23 degrés, jour et nuit. Bon, habituellement, quand vient le temps de la transplantation, il faut attendre d'avoir 2 vraies feuilles. Quand on a un plant de tomates ici, ça, c'est un cotylédon qu'on appelle. Alors, pour les repiquer, bien, en étant dans des plugs comme ça, c'est plus facile parce que c'est sûr qu'ils vont bien se prendre. Là, on peut juste aller serrer un petit peu pour décoller les... Puis là, avec un couteau ou avec un bâton de popsicle, on sort nos plants. Celles-ci, on peut les repiquer très crues jusqu'aux premières feuilles si on veut. Parce que les tomates, ce qu'ils font, c'est qu'eux autres, ils vont faire des racines tout le long de la tige. Donc, ça fait des plants qui sont plus forts. On n'a pas besoin d'engrais pour le semis, pour le faire pousser, là. Mais du moment que nos feuilles, on se rend compte qu'ils ont envie un petit peu de jaunir, on peut commencer à fertiliser. Aussitôt que la température le permet, là, si vous avez un endroit où vous pouvez le mettre, ou que ça descend la nuit plus frais, c'est très bon qu'il y ait un écart de température jour-nuit. Au mois de mai, on a souvent des belles journées, il fait très beau. Alors, commencez à les mettre dehors dans le jour. Le soir, s'ils annoncent des températures normales, pas trop froides, vous les laissez dehors la nuit. Vous les rentrez juste s'ils annoncent, mettons, 5-6 au-dessus de 0 et plus bas, là, bon ben là, prenez pas de chance, rentrez-les. Pour le mettre dans le potager, il faut toujours attendre que les dangers de gel soient passés. Fait que c'est rarement avant la fin mai. Rarement avant la fin mai, des fois même début juin, ça dépend des pleines lunes. Les pleines lunes, c'est souvent là que c'est dangereux ou que la température descend beaucoup la nuit. Si vous les plantez avant, il faut surveiller la météo pendant, je dirais, jusqu'au 15 juin pour que si jamais il y a un soir qui a un risque de gel, aller déposer quelque chose par-dessus, des sacs de papier ou des chaudières virées à l'envers pour les protéger parce que c'est fragile des tomates. C'est sûr qu'il y a des avantages. Vous allez chercher vos produits frais dans le jardin. Alors, pour la consommation, c'est agréable. Puis aussi, s'il y a des jeunes enfants aux alentours, ils sont très curieux, puis ils aiment beaucoup aller cueillir eux-mêmes leurs carottes, leurs concombres et leurs tomates. Même, c'est une motivation pour leur aider à en consommer davantage. Bien, c'est sûr, je connais pas beaucoup de gens qui font un jardin qui ne mettent pas de tomates. Alors, je pense que c'est vraiment le légume choyé de la plupart des gens. Je
pense que c'est important de faire des jardins, ne serait-ce que pour le montrer aux plus jeunes, aux enfants, parce que en ville, souvent, ils n'ont pas la possibilité de voir de très grands jardins.